Bonjour. À la date du 10 février 2024, nous pouvions lire dans le quotidien du Monde un article intitulé « Maladie chronique, pourquoi un patient sur deux ne suit pas son traitement ?» Nous apprenions, bien que la chose soit sue depuis Hippocrate, que nombre de patients n'observent pas les prescriptions médicales qui leur sont faites, comme Élodie Chopard nous en a parlé ce matin. Et quand on dit ça, il n'est même pas question des recommandations de santé usuelles concernant le mode de vie, activité physique, alimentation, consommation modérée d'alcool, etc. Non. Les études dépliées dans cet article font uniquement état du traitement médicamenteux. Pour des pathologies telles que l'hypercholestérolémie, l'hypertension, le diabète de type 2, l'insuffisance cardiaque, l'asthme, une personne sur deux ne suit pas son traitement. Coût financier et humain de l'inobservance médicale en France, 9 milliards d'euros pour la sécurité sociale, 12 000 morts prématurées, donc on parle quand même de 2% des décès annuels, et 100 000 hospitalisations évitables. Les êtres se traitent mal. L'OMS détermine 5 groupes de facteurs explicatifs de cette inobservance. Facteurs socio-économiques, facteurs dépendants du système de soins lui-même, dont fait partie la relation médecin-patient, facteurs propres aux patients comme le niveau d'éducation ou les croyances, facteurs liés aux pathologies et aussi ceux liés au traitement et aux effets secondaires notamment. Et je trouve que les journées d'études, comme celle d'aujourd'hui, à la jonction de la médecine et de la psychanalyse, sont des plus précieuses car elles nous permettent d'exposer et de discuter d'un facteur autre, peu ou en tout cas mal considéré, celui que Sigmund Freud a mis en évidence il y a plus d'un siècle, le besoin de maladie. Pour beaucoup de gens, le besoin de maladie dépasse certainement l'entendement, et peut-être encore plus parfois pour les médecins, tant leur pratique est tournée vers le soin, la guérison, le moindre mal. Et pourtant, nous n'avons pas de mal à imaginer que bon nombre de médecins en font souvent le constat, les êtres se traitent mal. Et les médecins peuvent d'ailleurs très bien repérer. Ils ne peuvent pour autant pas opérer à cet endroit. Il y faut la psychanalyse, puisque c'est la seule discipline scientifique qui, à ma connaissance, cherche à avoir une action sur ce paradoxe immense qui fait qu'un être se malmène et s'opprime à s'en rendre ou à s'en maintenir malade. Aussi, j'ai pensé mon propos d'aujourd'hui pour, dans un premier temps, revenir à Freud, au mot qui nous a transmis pour mettre en exergue ce qui se joue dans cette maltraitance d'un être envers lui-même. Et cela conduira à réfléchir et exposer dans un second temps la manière dont, dans notre champ, celui d'une cure psychanalytique, le signifiant opère dans la visée de soulager et même au terme de percer ce besoin de maladie. Freud a eu le génie de déceler qu'au travers des symptômes névrotiques, qu'ils soient corporels ou qu'ils soient psychiques, s'exprime un conflit, une intention, un désir ignoré par celui-là même qui emporte l'expression. Or, quasi simultanément, empiriquement, il se voit obligé de reconnaître que dévoiler le conflit, formuler le souhait refoulé, recouvrer les souvenirs enfouis, ne produit pas l'effet escompté, celui de la résolution définitive du symptôme. Quelque chose s'oppose à la guérison. Il nomme ce phénomène résistance, et dès lors, il ne cessera de l'étudier et de l'exposer dans ses écrits. La manière dont il est possible de peser sur les résistances devient un axe majeur du progrès freudien. Ses écrits techniques en témoignent. Reste qu'au seuil de sa vie, dans un des derniers textes auxquels il s'affaire, l'abrégé de psychanalyse, Freud reconnaît que le travail est inachevé. Cet écrit expose entre autres les limites des techniques de la psychanalyse, cette dernière restant la meilleure thérapeutique à date, nous confirme Freud. Au 6e chapitre, il prend le temps de formuler ce qu'il a regroupé sous le terme du besoin de maladie. Donc au terme de ce qu'il a étudié, il fait la synthèse et il infère 2 sources à ce besoin de maladie, 2 sources qui ne proviennent pas du moi du malade. La première est de l'ordre de la culpabilité, et je le cite: de toute évidence, la contribution à la résistance qu'oppose un surmoi devenu particulièrement dur et cruel. L'individu ne doit pas recouvrer la santé, il doit rester malade, car il ne mérite rien de meilleur. Fin de citation. Et la seconde est relative à une dramatique perturbation de l'économie pulsionnelle. Une pulsion de destruction agit contre l'être lui-même. Il s'autodétruit.
Et Freud semble à cet égard plutôt dérouté. Il nous dit « c'est là un cas que nous n'avons pas encore réussi à élucider complètement ». Concentrons-nous sur la première source dont parle Freud ici, la résistance du surmoi. Il en a été question ce matin. C'est celle-là même que Fernando de Amorim a prélevée du discours freudien pour lui redonner, ainsi qu'au surmoi lui-même, la juste mesure de leurs fonctions respectives dans l'appareil psychique. Que nous dit Freud au sujet de cette résistance ? Écoutons attentivement. Je le cite. « Cette résistance ne perturbe pas à proprement parler notre travail intellectuel. » Je reprends la parole là. Il s'agit là, à mon sens, du travail d'intelligibilité auquel voudrait se prêter le clinicien envers son patient. Un travail d'interprétation qui voudrait donner une signification à ce qui arrive au patient. Donc, cette résistance ne perturbe pas à proprement parler notre travail intellectuel, mais elle le rend inefficace. Elle permet même souvent que nous supprimions une forme de souffrance névrotique, mais elle est aussitôt prête à la remplacer par une autre affection, éventuellement somatique. Dans cette phrase se trouvent concentrées deux indications majeures. Premièrement, que le travail psychanalytique, lorsqu'il est d'ordre intellectuel, d'ordre moïque, rate sa cible. Deuxièmement, que ce raté peut avoir pour conséquence que ce qui se jouait sur la scène psychique tombe au niveau du corps, voire au niveau de l'organisme, puisque le terme somatique emploie Freud semble pouvoir se référer aux deux, se rapporter au corps et à l'organisme. Nous retrouvons dans cette indication freudienne la portée de l'élaboration de M. de Amorim, mettant en évidence l'infléchissement de la circulation libidinale vers la bouca, donc vers le corps, ou vers l'ouverture de 32, vers l'organisme, ce que nous avons vu tout à l'heure, et ce qui se produit lorsque la circulation se trouve empêchée dans le champ du langage et de la parole. Partant, comment contrer, infléchir, même éradiquer ce besoin de maladie? À quels moyens le psychanalyste s'emploie-t-il pour cibler celui-ci? Donc voilà par exemple comment nous cherchons à amener l'expression du besoin de maladie, à se limiter peu à peu au champ de la parole et à quitter celui du corps et celui de l'organisme, en favorisant par tous les moyens à notre disposition la voie de l'association libre et celle de l'interprétation symbolique. En espèce, là, en invitant la patiente à venir davantage, ce qui est une déclinaison de la technique de l'écarteur forgée par Amorim. Donc nous avons à notre disposition les techniques pour opérer et elles vont participer de notre action qui prend plusieurs formes. Et les journées d'études du RPH sont aussi là pour que nous puissions éclairer notre travail, le partager et, si ce n'est pas sortir de la terminologie qu'on emploie, au moins l'expliciter. Donc c'est ce que j'aimerais faire. Donc, d'une part, principalement, notre travail consiste à faire silence, pour laisser ouverte la voie de l'association libre. D'autre part, et lorsque nécessaire, c'est en position de grand autre barré, prime, cette fois-ci, que nous intervenons. Donc, je vais m'aider du schéma de l'appareil psychique qui est derrière moi, donc établi par Fernando de Amorim à partir des travaux de Freud et de Lacan. Donc, nos interventions visent deux buts. Premièrement, que le moi du patient, a fortiori celui du psychanalysant, puisse faire un 180 degrés et se tourner vers la résistance du surmoi, celle exposée par Freud, ainsi que vers son bras verbal, le grand autre non barré. Donc voilà, les deux organisations intramoïques. Donc que le moi puisse se retourner vers elle. Notre positionnement, donc nous, quand nous intervenons en A barré prime, vers le moi pour qu'il se retourne vers les organisations intramoïques. Et que peu à peu, le moi soit en mesure d'entendre et de reconnaître ce besoin de maladie qui l'habite, ainsi que la haine à laquelle ce besoin de maladie donne forme. Le pas suivant est qu'au-delà puisse être pioché des signifiants dans le grand autre barré, pour qu'une parole vraie se produise et qu'elle enseigne et le moi et l'être. Cette opération est à mon sens digne d'être nommée interprétation symbolique. Donc principalement produite par le psychanalysant, il arrive qu'elle le soit également par le clinicien, en position de supposé psychanalyste, lorsque traversé lui-même par les signifiants du grand autre barré, il formule une interprétation qu'il propose au psychanalysant. Et je dis qu'il propose parce qu'elle ne sera interprétation que si le psychanalysant la valide comme telle. C'est cette voie-là, celle de la parole vraie, que nous allons encourager. Notre travail, c'est de soutenir l'articulation entre libido et signifiant
pour que la libido puisse quitter sa stase corporelle ou organique et qu'à terme, elle délaisse la voie du symptôme. Mais de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de signifiants? De ces signifiants piochés dans l'autre barré, de ce registre signifiant du symbolique qui est à favoriser. Lorsque nous parlons de signifiants, nous parlons de quelque chose qui dépasse le concept du mot. Raison pour laquelle une cure psychanalytique, ce n'est pas simplement parler, c'est en passer par la parole, mais pour qu'opère un traitement par le signifiant. Dans les années 50, à partir de sa lecture de Freud, car le signifiant est bourgeonnant chez Freud en plein d'endroits, et de l'étude du courant structuraliste qui fleurit ces années-là, Jacques Lacan fait du signifiant le matériel même de la psychanalyse. Il emprunte le concept au structuraliste Ferdinand de Saussure, père de la linguistique moderne, pour qui le signe unit, non pas une chose et un nom, mais un concept, le signifié, à une image acoustique. L'empreinte psychique d'un son, le signifiant. Et signifié et signifiant entretiennent un rapport arbitraire de signification. On nomme une chaise, c'est arbitraire comme rapport. Lacan va réviser ce principe pour conjecturer une certaine indépendance du signifiant. Il va inverser le rapport pour faire valoir la suprématie du signifiant, et ensuite il ne cessera de chercher à saisir dans quelle mesure l'être est déterminé par le signifiant. À sa naissance, l'être arrive dans un monde de langage qui lui préexiste, qui le modèle et qui d'ailleurs ne cessera de le faire, et c'est par ces signifiants qui l'entourent et qui entrent en lui littéralement que l'être, ou disons même son moi, va pouvoir se représenter. Lorsque nous parlons, au-delà de ce que nous voulons dire, nous déroulons une chaîne signifiante où nous sommes représentés par un signifiant pour un autre signifiant. Et au-delà de ce que nous voulons dire, il y a quelque chose, une vérité qui veut être dite et qui, par moments, par ses signifiants, s'exprime. Lorsque l'être ne veut rien savoir de cette vérité, alors ça coince. Sous quelle forme? Sous la forme du symptôme. Le symptôme, littéralement, Lacan l'a considéré comme nœud de signifiant. Et pour lui, il ne s'agissait pas d'une métaphore, parce que pour lui, il y a une matière signifiante qui se noue dans le symptôme, qui se dénoue dans sa résolution. Fernando de Amorim conteste ce terme de nœud, je crois. Nous avons eu cette discussion récemment dans une de nos réunions de travail. Et moi, j'ai tendance à la concevoir comme une adhérence. C'est un peu comme ça que Lacan présente les choses quand il revient sur le texte qui a été constitué les prémices du travail de Freud, l'Entwurf, le projet, le brouillon pour une psychologie scientifique. Donc 1895, tout début. Et dans les intuitions freudiennes qu'il y a dans ce texte, Lacan lit une conception de la formation du symptôme qui est prise dans un réseau où, je cite Lacan, à chacun des croisements, un mot est inscrit, tel mot fixant des relations, tel mot frappant, marquant, engrammatisant, si je puis dire, le symptôme. Engrammatisé, engramme, c'est formé à partir du grec en, dedans, et gramma, écrire. C'est écrit. Et donc le travail d'une psychanalyse, c'est que ce réseau de signifiants puisse être parcouru, reparcouru, pour assouplir les adhérences, jusqu'à même les faire rompre, et libérer ainsi la chaîne signifiante avec laquelle l'être en psychanalyse construit sa subjectivité. C'est un peu comme masser une plaie pour détacher les tissus, et qui n'adhèrent pas sous forme de cicatrice. Vous aimez l'image? Il y a cette idée, je trouve, dans l'association libre, de faire circuler les signifiants. Et lorsqu'il y a une adhérence, ça peut être une manifestation corporelle, une formation de l'inconscient, une contradiction dans le discours, une répétition d'un signifiant, l'insistance d'un symptôme ou l'émergence d'un fantasme. Lorsque nous rencontrons ces points névralgiques, faire en sorte que cette désadhérence soit rendue possible. Par quels moyens? Toujours par les moyens du signifiant et de ses résonances, en répétant un signifiant, en le découpant, en le scandant, en le faisant consonner avec un autre, en l'épelant, en l'inversant, en somme en jouant de son équivoque. Peu à peu, les patients et les psychanalysants apprennent à entendre différemment leur discours. Cela participe à ce qu'ils consentent à s'approcher du grand autre barré et à se détourner de leur fascination pour la signification, pour le sens qu'ils donnent à leurs symptômes et à leur façon d'être. Lacan parlait du symptôme en disant ceci. Ça se présente comme un petit poisson dont le bec vorace ne se referme qu'à se mettre du sang sous la dent. Ça le fait proliférer. L'expérience psychanalytique, au contraire d'interpréter
le sens du symptôme, le sens d'une maladie, s'attellent davantage à manier l'équivoque pour ne pas nourrir le symptôme de sens, ce qui ne le ferait que se déplacer dans l'inconscient, structuré comme un langage, au risque surtout, je cite Lacan, de lui donner continuité de subsistance. Nous revenons à l'idée, aux coordonnées de l'indication qu'avait légué Freud, quant au déplacement du symptôme lorsque le travail du psychanalyste se veut intellectuel, et par là quand il verse dans la signification, dans le sens qui pourrait être attribué aux manifestations de celui qui le reçoit. Le sens, c'est, je cite, la copulation du symbolique et de l'imaginaire. Notre travail, c'est que ces deux-là arrêtent de copuler. Je voulais conclure en soulignant, en insistant, pour que nous gardions à l'esprit, nous l'avons travaillé récemment avec l'équipe du manuel clinique de psychanalyse, que nous gardions à l'esprit que le signifiant, ce n'est pas ce qui va guérir seul la maladie organique, ni d'ailleurs même le symptôme corporel. L'un ou l'autre, s'ils sont apparus, c'est que le signifiant n'avait plus d'effet, qu'il était, pourrions-nous dire, désinvesti par la libido. L'obstacle est tel que la voie du signifiant n'est plus empruntée, qu'il n'y a plus d'articulation libido-signifiant. Le travail d'une cure, par l'effet du transfert et par l'effet de l'association libre, c'est justement que la libido rejoigne le registre du signifiant. En cela, l'interprétation se veut un moyen pour assécher le lit pulsionnel qu'empruntait la libido, qu'elle empruntait du côté de l'organisme ou du corps, afin qu'elle réinvestisse le champ psychique. Je vous remercie.